Alors, tout d'abord, merci d'être là. Puisque le banquet va s'achever bientôt, je veux remercier très rapidement, mais très chaleureusement, ces organisateurs qui sont connus de tous ici, mais aussi tous ceux qui, tout en restant la plupart du temps anonymes, permettent le bon fonctionnement de ce banquet. Ceux qui vendent des livres, ceux qui dressent et débarrassent les tables sur lesquelles nous mangeons, ceux qui montent et qui démontent les chapiteaux, qui portent les chaises et qui tiennent le bar. Pardon si j'en oublie. Alors, l'inintimité. L'inintimité, c'est la façon dont je traduis aujourd'hui librement le terme d'Unheimlichkeit, auquel Freud a consacré un article devenu célèbre et dont le titre français, vous savez, on en a déjà parlé pendant le banquet, est l'inquiétante étrangeté. La traduction pose d'emblée le problème de l'étranger. En effet, traduire un mot par une expression composée suppose d'être confronté à une sorte d'irréductible, de résidu linguistique signalant la différence des langues. Cependant, l'expression est bien trouvée. Le préfixe du mot « inquiétante » renvoie au préfixe allemand « Unheimlichkeit ». Au sens propre, est inquiétant ce qui interdit la quiétude, le repos, favorisé par la familiarité. Le mot allemand désigne également la privation de quelque chose. L'expression choisie par Marie Bonaparte, puisque c'est elle qui a traduit l'article, nous plonge par ailleurs au cœur de la difficulté essentielle, je crois qu'on l'a bien mesuré cette semaine, de notre thème annuel. Faut-il parler, pour désigner ce qui nous est étranger, d'étrangeté, ce qui fait signe vers l'étrange plus que vers l'étranger, ou bien faut-il forcer le français et forger le terme d'étrangèreté, bon, peu fréquent, peu heureux, et bon, certains en usent dans un sens que je ne retiens pas du tout ici, ou encore d'étrangéité, comme l'a fait Jean-Claude Milner et comme le faisait Béni Lévy. L'étrangeté, c'est donc le caractère de ce qui est étrange. L'étrangéité, ce serait celui de ce qui est étranger. Et la question est de savoir s'il s'agit d'une seule et même chose. Pour ma part, je choisis de traduire Unheimlichkeit à l'aide d'un mot français qui comporte le préfixe privatif, donc inintimité. Je signale que Freud note dans son article, Freud c'est un savant comme il faut, donc il prend tous les dictionnaires qu'il a sous la main et il compare le terme d'Unheimlichkeit à ceux qui sont équivalents dans les langues étrangères, et je ne retiens que deux choses. L'équivalent grec, puisqu'il a été question longuement de la Grèce ce matin chez Patrick Boucheron, de l'allemand unheimlich, c'est xénos, donc l'étranger. Mais il souligne également, Freud, que heimlich renvoie aussi à l'intime ou au familier, heimisch. Mais pourquoi Freud? Pourquoi être revenu à ce texte et à cette expression? C'est la formulation du thème qui m'y a conduit. Réfléchir à ce qui nous est étranger, ce n'est pas simplement se demander ce qui est étranger, c'est-à-dire ça n'est pas simplement dessiner les contours de l'extériorité, qui sont aussi ceux de l'intériorité, ni non plus ce qu'est un étranger, ce qui reviendrait à définir une notion ou une catégorie. Dans cet intitulé, ce qui nous est étranger, le caractère étranger n'est pas entendu comme une propriété objective, susceptible de faire l'objet d'une définition, mais bien dans le cadre d'un rapport à soi, d'une certaine conscience de soi qui, complexité accrue encore, n'est pas celle d'un individu, mais d'un groupe, nous, ce qui nous est étranger. Notre questionnement porte sur ce nous, sur ce que le nous, entendu comme un sujet, considère comme étranger à soi. Ce qui nous est étranger, c'est ce dont on se distingue, aussi bien que ce qui se distingue de nous, ce qui échappe au cercle du familier et de l'intime. L'étranger, c'est d'abord ce qui est différent, mais toute différence n'est pas étrangeté. Au sens le plus large et le plus abstrait, l'étranger, c'est l'autre. Mais toute altérité n'est pas ipso facto étrangeté. Seule l'est celle à laquelle on ne reste pas indifférent.
celle dont on fait l'épreuve. C'est la différence qui nous ébranle, qui nous concerne, parce qu'elle nous attire ou nous bouscule. C'est elle qui constitue l'étrangeté ou l'étrangéité. Donc, l'étrangeté est subjective, si l'on peut dire. Elle prend la forme d'un sentiment. L'inquiétante étrangeté, l'inintimité, c'est en nous le signe d'une certaine faiblesse, d'un manque de maîtrise absolue. Le fait que la question de l'étranger se pose à partir d'une manière de fragilité de celui qui s'interroge, et que cette fragilité fasse écho à notre actualité, voilà ce qui m'a ramené à Freud. Je vais le quitter cependant maintenant. Parler de ce qui nous est étranger, c'est dire quelque chose du nous. C'est donc présupposer l'existence et la consistance d'un tel nous. Et c'était précisément la question, pour ceux qui avaient la chance d'être là l'année dernière, c'était précisément la question que posait le banquet de l'an passé. Par-delà l'atomisation des sujets d'une part et les faux semblants communautaires de l'autre, qui est nous aujourd'hui? Le nous, y avais-je dit pour ma part, n'est pas, parce que l'être concerne le je. Le je cherche à être, à persévérer dans son être. Le nous cherche à faire société. Donc le nous n'est pas, il fait question et éventuellement se produit. On voit la difficulté. Si nous ne sommes pas, comment quoi que ce soit pourrait-il nous être étranger? Disons alors que ce qui est fondamentalement étranger à ce nous incoatif, c'est d'abord tout ce qui en nie la pertinence, en ne reconnaissant pas la tentative de mise en commun dont il procède et qu'il met en œuvre, ou bien en prétendant avoir déjà accompli une telle mise en commun. Replis identitaires sous une forme individualiste ou communautariste. Tout ce qui dit « non, le nous ne doit pas être cherché par là ». Ou bien « non, ne cherchez plus ». Voilà ce qui constitue notre être en commun. Ce qui nous est étranger, autrement dit, c'est ce qui répugne à la recherche du nous, à la mise en commun en acte qui passe, selon moi, c'était aussi ce que j'ai dit l'année dernière, par l'étude commune. Nous est donc étranger tout ce qui fait obstacle à l'étude commune. Entre autres, l'amour-propre, le dogmatisme indu, un dogmatisme légitime, mais le dogmatisme indu, le désabusement, l'impatience, la paresse, entre autres choses. Les autres peuvent nous être étrangers, mais aussi peut-être des comportements. Je viens d'en énoncer certains, voire des choses. Si celles-ci peuvent en effet revêtir un caractère de familiarité, rien ne les empêche, comme une certaine littérature le montre très bien, de nous devenir étrangères, voire hostiles. Mais l'étrangeté des choses ne me semble pas radicale. Si elles peuvent être étranges, elles ne sont pas étrangères, du moins pas indéfiniment. Nous finissons toujours par les apprivoiser, par le travail, par l'usage, elles dont la résistance est relative. Ainsi Lévinas, écrit-il, prenant à contre-pied la célèbre phrase de Terence, rappelée d'emblée par Patrick Deville, « Il n'y a que l'homme qui puisse m'être absolument étranger. » Et l'homme, c'est aussi bien moi-même. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le degré maximal d'étrangeté puisse être atteint dans le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes. Je cite Sartre dans La critique de la raison dialectique. Dans certaines attitudes pathologiques, par exemple la dépersonnalisation, l'homme apparaît comme le représentant d'une espèce étrangère parce qu'on ne peut plus le saisir dans sa réalité téléologique, c'est-à-dire parce que le lien du malade à ses propres fins est rompu. Toute étrangeté repose, ou renvoie plutôt au fond, à cette possibilité d'une étrangeté à soi, sur laquelle je vais revenir. S'il s'agissait, l'an dernier, de déterminer les conditions positives du nous, le sujet de cette année nous invite à dessiner la figure du nous par soustraction, en la débarrassant de tout ce qui n'est pas lui. Il fallait l'année dernière brosser un tableau, il faudrait cette année épurer, émonder, évider la matière qui recouvre ce que nous cherchons à penser et qui en empêche la claire saisie. La démarche, autrement dit, était affirmative, elle est devenue négative. Il ne s'agit plus d'énumérer et d'articuler les caractéristiques, ou des caractéristiques du nous, comme le peintre associe formes et couleurs, mais de les nier
d'éliminer patiemment, à la façon du sculpteur, la matière superflue, le trop-plein, qui enferme la forme. La voie apophantique, c'est-à-dire qui repose sur la démonstration, cède le pas à la voie apophatique, qui procède par négation. Nous, ce n'est, malgré les apparences, fussent-elles sympathiques, comme ici, ni ceci, ni cela. La négation est censée en faire apparaître la figure, nécessairement difficile à saisir, car la voie apophatique, la voie négative donc, fait appel à d'autres facultés que celles que nous avons coutume de déployer. Il ne s'agit plus de voir seulement, ou de donner à voir, mais de dépouiller la vision de tout ce qui, visible pourtant, fait obstacle à l'apparition. Celle-ci, rendue possible par les négations successives et accumulées, est nécessairement fugace, comme l'un dans la première hypothèse du Parménide de Platon. Alors, je vais partir du sens courant du mot étranger, dont je vais interroger ensuite les présupposés philosophiques, et notamment 3 catégories, les catégories de l'un, du même et de l'autre, qui soulèvent la question de l'étrangeté à soi, tant d'un point de vue individuel que collectif. Et je formulerai enfin quelques propositions en guise de conclusion. Donc, partant du mieux connu. L'étranger, c'est à la fois, on a cessé de le dire ou de l'entendre cette semaine, ce qui nous effraie et ce qui nous fascine, du fait de sa différence. Effroi, devant ce qui nous semble dangereux, aberrant, injustifiable, exorbitant. Effroi face à ce dont nous nous sentons irrémédiablement exclus, parce que nous ne le comprenons pas et n'y participons pas. Fascination pour la nouveauté, pour l'ailleurs, l'inattendu, susceptible de bousculer nos habitudes, de libérer nos existences de leur routine quotidienne. L'étranger comme épreuve menaçante d'un côté, de l'autre, la rencontre de l'étranger comme événement créateur. Ambiguïté fondamentale de l'étranger, entre aliénation et régénération, entre libération et intrusion, voire invasion. Souffle salvateur, courant d'air vivifiant ou nuée prédatrice. Au sens le plus courant, est étranger celui qui n'est pas originaire du lieu où il vit, qui bien souvent parle une autre langue que celle qu'on y parle, et dont, par conséquent, la culture, au sens courant de ce terme, diffère de celle de son pays d'accueil. C'est alors une triple relation à la naissance, à la langue maternelle et aux mœurs et coutumes de ses pairs qui caractérisent l'étranger. Il s'agit fondamentalement d'une personne déplacée, sortie de son lieu, déplacée géographiquement, linguistiquement et culturellement. Et chacun de ces traits permet de commencer à nommer ce qui nous est étranger ou de continuer à le nommer. En tant qu'il n'est pas né là où il vit, l'étranger se distingue des nationaux ou des autochtones, des indigènes, disait René Lévy l'autre jour, traduisant le Ezrar hébraïque. Il se distingue donc des nationaux ou des autochtones qui sont liés à la terre qu'ils habitent par une résidence ancienne, historique, et par un attachement particulier que l'on suppose lié à la naissance. C'est généralement la notion végétale d'enracinement qui est ici mobilisée plus ou moins explicitement. Je vous signale que la philosophe Simone Weil disait que l'enracinement était peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Donc, enracinement. Et pourtant, l'étranger réside, comme l'autochtone, en ce lieu qu'il habite également. Son origine étrangère est un fait, lié à sa biographie, mais dont il est malaisé de penser qu'il pourrait faire droit, sauf à supposer, à affirmer, qu'il y a une incompatibilité dans l'habitation d'un lieu selon que l'on y est enraciné de longue date ou seulement récemment. Et c'est une quatrième dimension de l'étranger qui apparaît ici, qui est sa jeunesse, sa nouveauté, qu'il fait appréhender comme inconnu et inquiétant, ou, à l'inverse, attirant. L'étranger a beau avoir une histoire propre, aussi longue que son existence, et vraisemblablement plus encore, comme c'est le cas pour chacun de nous, sa présence est toujours plus récente que celle des nationaux. Bon, puisqu'on est dans le domaine végétal, restons-y. Je n'ai aucune compétence particulière, mais enfin,
Ce sont des images. On peut certes supposer une meilleure osmose au milieu de la végétation ancienne, mais celle-ci ne saurait interdire la possibilité qu'une flore nouvelle se développe également dans ce même milieu. Le mythe de l'enracinement n'est pas exclusivement nationaliste, plutôt spiritualiste chez Simone Weil et chez d'autres. Il peut revêtir bien des formes. Dans les écoles françaises, je suis professeur dans ces écoles, donc elle revêt prioritairement la forme de la fierté de ses origines, qui, entre nous soit dit, est une contradiction dans les termes, puisqu'on ne saurait être fier que de ce dont on est responsable. Or, la naissance est strictement contingente. Fierté de son appartenance communautaire, fierté de son quartier, on descendra toujours plus bas, donc je m'arrête là. Ce qui nous est étranger, c'est aussi ce fétichisme naturaliste qui prétend réduire d'une manière ou d'une autre l'homme à ses origines. L'étranger, deuxième trait, parle une autre langue. La langue du lieu qu'il habite n'est pas la sienne. Elle est pour lui une langue étrangère. Pour l'autochtone, pour l'indigène, la langue officielle est langue maternelle. On entrevoit évidemment le lien avec la question de la naissance. Or, la langue est essentielle à l'existence nationale. Une nation s'exprime la plupart du temps en une seule langue, y compris lorsque ses membres en parlent plusieurs. L'étranger, semblable aux barbares des Grecs de l'Antiquité, c'est d'abord celui qui ne maîtrise pas cette langue, celui qui ne comprend pas, et dont on ne maîtrise pas la langue, donc celui qu'on ne comprend pas. Il lui faut acquérir la langue du pays où il vit. Il peut le faire imparfaitement, les exemples sont nombreux, il peut le faire à la perfection. Il faut se souvenir que, on en a parlé lors du séminaire avant ce banquet, l'un des plus grands philosophes français du XXe siècle, Emmanuel Lévinas, n'a appris le français qu'à l'âge de 18 ans. Or, sa maîtrise de cette langue, c'est un des plus grands écrivains philosophiques de langue française, sa maîtrise de cette langue était largement supérieure à celle de bien des Français issus de très nombreuses générations d'êtres parlant cette langue. On confond souvent langue maternelle et langue naturelle. Pour un sujet parlant, la langue maternelle, c'est généralement la langue de référence. Il suffit cependant, et on est assez nombreux à faire cette expérience, de résider durablement dans une autre aire linguistique pour voir cette référence prendre une autre teinte. Quiconque a fait par ailleurs l'expérience de la traduction constate rapidement l'étrangeté de sa propre langue. De fait, traduire, ça n'est pas tant ramener un texte d'une langue à l'autre qu'interroger sa propre langue, parce qu'on se trouve sans cesse confronté à ses limites. Affronter cette difficulté à dire dans sa langue ce que l'on comprend pourtant dans une autre, c'est en quelque sorte apprendre sa propre langue. Traduire, disait Antoine Berman, c'est faire l'épreuve de l'étranger. Il ajoutait ceci, que je cite. La pulsion traductrice part toujours du refus de ce que Schleiermacher appelle, il cite en allemand, c'est un traducteur, il ne peut pas résister, das heimisches Wohlbefinden der Sprache. Autrement dit, l'intime bien-être de la langue. Seul se sent chez lui, dans la langue, celui qui n'en use pas vraiment, qu'il a réduit à un pur moyen de communication. Ce qui nous est étranger, c'est également cette réduction linguistique. Le délaissement de la langue dû au refus de son étrangeté foncière, l'intime bien-être de la langue. Troisième trait, immergé dans une autre culture, et je répète que j'entends culture au sens courant, d'ensemble des us et coutumes, et pas au sens savant. Immergé donc dans une autre culture, l'étranger possède d'autres codes que ceux de son lieu de résidence. Et ces codes sont soumis au jugement de ceux qui l'accueillent. Jugement plus ou moins tolérant, selon que les pratiques de l'étranger paraissent plus ou moins acceptables. Cette différence pousse à lui prêter un pouvoir dissolvant sur la culture environnante qui serait dès lors menacée. On confond, me semble-t-il, sur ce point, collectif et communauté. Le collectif, seul, implique en effet la disparition des traits singularisants, ce que Sartre appelait la fusion. La communauté ne les redoute pas,
Quiconque s'éloigne parfois de son environnement quotidien, de ce que Husserl appelait son Umwelt, constate aisément que les comportements que l'on tient ici pour naturels paraissent incongrus ailleurs, de n'être pas connus simplement. Et cette expérience du décentrement est salutaire parce qu'elle pousse à réfléchir sur ses propres habitudes. Car au sens faible, la culture, c'est le cas pour la plupart d'entre nous, la culture n'est autre que la somme des habitudes d'un peuple, laquelle constitue certes une sorte de possession commune, mais qui relève de l'inessentiel, du folklore, plus que d'une véritable communauté. Celui qui ne participe pas de ces habitudes apparaît comme étrange et étranger. Une certaine forme de paresse collective voudrait se contenter du déjà-vu et refuse d'être bousculé. S'éloigner de cette paresse conformiste enjoint de penser la culture autrement que comme un stock déjà constitué, comme un acte. La culture, ce n'est que le mouvement par lequel un sujet, individuel ou collectif, fait sien ce qu'il reçoit. Venu d'ailleurs, parlant une autre langue et se comportant de façon inhabituelle, l'étranger se distingue aussi du citoyen. Parce que ce dernier, le citoyen, possède des droits. Le premier, l'étranger, peut certes être défendu par la loi, mais il ne bénéficie pas de l'ensemble des prérogatives qu'offre la citoyenneté. Autrement dit, l'étranger ne compte pas politiquement. En tout cas, ne compte pas comme tel. Il peut, en revanche, fréquemment, servir au discours politique, de repoussoir ou de modèle, et parfois les deux, simultanément. Je prends un exemple très simple, prenons l'Allemagne, modèle constant pour ce qui concerne l'économie et l'éducation, le côté comique de la chose étant que les Allemands lorgnent sur le système éducatif français, comme, bref, enfin, chacun voit midi à sa porte, pourrait-on dire. Donc, l'Allemagne qui est un grand modèle économique et éducatif, soi-disant, et puis figure mal aimée pour son intransigeance, par exemple, dans la crise grecque. Voilà, simultanément les deux. L'étranger, dans le discours politique, vaut comme fantasme positif. C'était l'Occident dont parlait l'autre fois Luba Jürgensen, cette figure de l'ailleurs positif, ou négatif. Je m'abstiendrai d'illustration. Je crois que c'est inutile. Donc, fantasme ou idéal, mais l'étranger ne peut valoir comme fantasme ou comme idéal que si on le considère de l'extérieur, en son absence, pour ainsi dire. Donc, je dirais comme ça, l'étranger du discours politique, c'est une pure figure dont il convient, je crois, de s'éloigner. Pour reprendre brièvement les catégories que j'ai développées ici ces dernières années, je dirais que l'approche politique de l'étranger peut revêtir essentiellement, c'est évidemment réducteur, essentiellement deux formes, de tendances. Celle de ce que j'appelle le conformisme et celle de ce que j'appelle l'aristocratisme. Dans son appréhension de l'étranger, comme dans son approche du social, le conformisme manque de subtilité. Il se contente des témoignages extérieurs de conformité, qui sont les seuls qu'il connaisse, parce qu'il les met lui-même en œuvre. Dès lors que ces signes sont présents, peu lui importe l'étrangeté. Celle-ci est comme mise entre parenthèses, son pouvoir dissolvant s'estompe, pour laisser la totalité absorber chacun et digérer les nouveaux venus sans plus de difficulté. Alors, pragmatiquement, un tel bon sens n'est pas dénué d'intérêt, malgré son caractère un peu massif. La société, ce qu'on appelle couramment la société, c'est le lieu où s'opère un tel mélange entre étrangers et nationaux. Basé sur des signes extérieurs, celui-ci est cependant toujours susceptible de se révéler n'être qu'apparent. L'aristocratisme entretient un tout autre rapport à ce qui est étranger. Ce qu'il refuse absolument, ce n'est pas la différence, mais l'illusion, dont le multiple est à ses yeux le lieu par excellence. L'étrangeté singulière et non commune flatte la solitude revendiquée de l'aristocrate. L'étranger n'a donc rien d'effrayant à ses yeux, parce qu'il confirme sa singularité et son anticonformisme. Mais en réalité, l'aristocrate ne fait jamais l'épreuve de l'étranger. Car l'aristocrate étranger est aristocrate avant d'être étranger. Sa singularité absolue le rend paradoxalement essentiellement semblable
à tout aristocrate. Donc dans les deux cas, l'étrangeté est résorbée, que ce soit dans le tout, dans la société entendue au sens courant, ou dans le singulier qui fait exception. Si elle se manifeste à nouveau, l'étrangeté, de façon trop forte, le conformisme vire au rejet et à l'exclusion, l'aristocratisme à l'indifférence ou à l'ironie cinglante. Voilà. Alors maintenant, d'un point de vue philosophique. D'un point de vue philosophique, l'existence de ce qui nous est étranger semble indissociable de celle d'une identité qui serait nôtre. Nous, ce serait l'un, même collectif, l'un de la première personne, si vous voulez. Nous, ce serait donc l'un ou le même, l'étranger, les autres. Tout ailleurs implique un ici, un chez soi. L'existence des autres, des étrangers, eux, implique celle du même, nous. Je cite Lévinas dans Totalité infinie. L'altérité n'est possible que si l'autre est autre par rapport à un terme dont l'essence est de demeurer au point de départ, de servir d'entrée dans la relation, d'être le même, non pas relativement, mais absolument. Que ce même soit nous ou je, c'est bien la question de l'un, individuel ou collectif, et de l'autre, quelle que soit la forme qu'il revêt, qui est ici en jeu. Or, la tradition philosophique, soucieuse de distinguer clairement ces termes, n'a cessé de les embrasser en un discours visant à fixer leurs limites respectives et à les articuler l'un à l'autre. Je cite à nouveau Lévinas dans Autrement qu'être, cette fois-ci. La raison est cherchée dans le rapport entre des termes, entre l'un et l'autre se montrant dans un thème. La raison consiste à assurer la coexistence de ces termes, la cohérence de l'un et de l'autre, malgré leurs différences, dans l'unité d'un thème, à assurer l'accord des différents sans faire éclater le présent où se tient le thème. Bon, la citation est difficile, mais synthétiquement, elle dit que la raison est une force unificatrice. D'un point de vue logique ou spéculatif, l'un, le même, et l'autre parviennent à coexister sans cesser de différer. Embrassés par le discours, ils peuvent raisonnablement se tenir côte à côte. Pourtant, à l'un, l'autre ajoute, du seul fait de son altérité, le multiple. N'était l'autre en effet, il n'y aurait que le même. L'autre étant, l'un ne se maintient plus que comme son envers, son négatif, ou le positif dont l'autre est le négatif. Positif, négatif, exprime justement la nature éminemment dialectique de la relation qui lie au sein du discours philosophique l'un et l'autre. Comprendre, c'est mettre en relation, trouver le biais par lequel deux réalités se croisent, le point où elles entrent en contact. C'est donc toujours rendre relatif. Lié à l'autre, l'un n'est plus à proprement parler un. Relatif à l'un, l'autre n'est plus absolument autre. Il n'est plus que l'autre d'eux. Si on peut admettre, comme le faisait Lévinas dans la première citation que j'ai donnée, que l'autre ne soit pensable que par rapport à un point fixe, il est délicat de faire dépendre le même d'un autre que lui, sauf à courir le risque de le dissoudre dans l'autre. Il y faut toute la puissance du logos philosophique, la force incommensurable de la raison qui relativise toutes les formes d'étrangeté. La dialectique implique un certain nombre d'oppositions qu'elle permet précisément de surmonter. Elle admet la différence, pour autant qu'elle peut être, sinon supprimée, du moins dépassée et suspendue à un niveau supérieur. En d'autres termes, soucieuse de saisir l'être jusque dans ses mouvements, elle réduit le différent au distinct. L'inintimité n'est jamais, à l'en croire, que momentanée. Elle est le laps de temps qui sépare l'expérience de la nouveauté de son intégration dans un discours raisonnable. L'autre et le même appartiennent aux 5 genres de l'être que distingue Platon dans le Sophiste. L'un, non. L'un s'excepte de l'être, dit Platon. Dire qu'il est reviendrait d'ailleurs, à en croire la première hypothèse du Parménide, à prédiquer de lui autre chose et à nier de ce fait son unicité. Le langage de l'un, s'il est concevable, s'il n'est pas simplement ineffable,
loin d'être prédicatif, comme le sont les langues faites de noms, tendrait à la pure profération. Je vais y revenir tout à l'heure. Le geste de pensée de Lévinas, l'effort de Lévinas, semble avoir été de transférer la radicalité méontologique. Méontologique, ça vient du grec méon, qui veut dire le non-être. Donc la radicalité méontologique de l'un à l'autre. Car dans sa pensée, dans la pensée de Lévinas, l'autre n'est pas semblable sur ce point à l'un platonicien. Lévinas pense donc le même et l'autre en dehors de la sphère de l'être. Dans celle-ci, dans cette sphère, l'un et l'autre, bien que formellement distincts, appartiennent cependant à une totalité et forment éventuellement système. L'ontologie est la pensée d'une telle totalité. Se déployant dans l'espace, vaste mais clos de la totalité, l'ontologie est fondamentalement, je cite Lévinas, réduction de l'autre au même par l'entremise d'un terme moyen et neutre qui assure l'intelligence de l'être. Ramenant tout au même, allergique à ce qui serait radicalement étranger, elle témoigne, je cite à nouveau Lévinas, d'une impuissance radicale à sortir du monde. Impuissance radicale à sortir du monde qui est la caractéristique principale, selon Lévinas, du paganisme et le principe de la tyrannie. Cherchant une issue à une telle philosophie, Lévinas appelle métaphysique la pensée qui permettrait de concevoir radicalement la séparation impliquée par l'étrangeté. Il ne saurait y avoir, autrement dit, d'inintimité que là où règne une certaine séparation, c'est-à-dire au plan métaphysique. Si l'un et l'autre sont donnés, la tâche essentielle est de penser leur relation, de penser le « et » qui les relie. Deux termes distincts, unis par une copule, par le verbe être. Voilà la relation, par le « et », pardon. Voilà la relation telle que la tradition philosophique, Heidegger compris, l'a pensée. Il existe en son sein, Lévinas le montre dans Le temps et l'autre, deux voies qui permettent au sujet solitaire d'échapper à sa solitude précisément. La connaissance ou l'extase, toutes deux rejetées par lui. Alors j'explique brièvement. La connaissance permettrait au sujet de sortir de la solitude par la compréhension des choses et de leur nature. Relation d'un terme connaissant à un autre connu ou à connaître, elle cherche à ramener l'inconnu au connu, l'autre au même. Et c'est sa proximité avec l'ontologie, vous l'aurez compris. Il s'y agit essentiellement d'amener un objet ou une chose, un phénomène, caractérisé d'abord par son opacité et son obscurité, par son étrangeté, dans la lumière de la raison, et de lui conférer une forme. C'est-à-dire, je cite Lévinas, ce par quoi la chose se montre et donne prise. Ce qui est illuminé en elle est susceptible d'appréhension et ce qui la soutient. Forme et lumière sont les conditions de possibilité de la vision. Sens par excellence, qui appréhende et situe, écrit Lévinas, et qui sert de ce fait de paradigme à la théorie, à la contemplation, depuis Platon au moins. L'extase prend le contre-pied de la connaissance. Le sujet s'y absorbe dans l'objet et ne le dissout plus en lui. Participant à l'objet, se fondant en lui, sortant de soi, en ce sens, il ne saurait désormais s'en distinguer. Le sujet n'est plus lui-même, il fait certes corps avec le tout, mais la totalité, si elle produit une forme d'unité, interdit précisément l'unicité, parce que plus rien n'y est véritablement étranger. Quand Lévinas parle d'extase, il se réfère au livre de Lucien Lévy-Bruhl, La mentalité primitive. Aux antipodes de la constriction philosophique qui vise à tout ramener à soi, au soi rationnel, aux antipodes donc de toute philosophie digestive, pour reprendre la formule de Sartre, l'appréhension primitive du monde est l'occasion d'une sorte d'élargissement du soi, ordinairement caractérisé par l'intransitivité de son être. Le sujet philosophique, véritable substance, est et pense. Le monde où règne la participation remet en question la substance et les modes de savoir associés à sa connaissance. Il offre, sans le savoir, une alternative au solipsisme. Le sujet ne se trouvant plus face au monde,
mais y prenant pied, s'y enracinant, lui appartenant. La frontière, à première vue si nette entre lui et ce qui n'est pas lui, s'efface. Il n'existe donc plus de façon intransitive, mais toujours transitivement, un peu à la manière de la conscience sartréenne. À l'instar donc de l'existentialisme, la mentalité primitive offrirait une occasion d'échapper au cadre de ce que Lévinas appelait la philosophie occidentale. Cette évasion extatique s'achève néanmoins dans l'impersonnel, dans l'anonyme, passage du solipsisme au monisme absolu qui nie toute altérité, toute séparation. La nature n'est plus hors de soi, car le soi, fragment de l'ensemble, ne s'en distingue plus. Tout, au fond, est un, et rien n'est plus étranger. Dans les moments de tension, de crispation, le seul rapport possible avec celui qui s'exclurait du tout, dans cette perspective, semble être la guerre. Pour Lévinas, la difficulté est double. Il cherche à penser la séparation, l'absoluité de chacun des termes, mais aussi leur relation, sans recourir à la notion de substance. En ce point, le parallèle avec le jeune Sartre est frappant, puisque dans la transcendance de l'ego, la conscience est définie par Sartre, ou décrite par Sartre, comme un absolu non substantiel. Qu'en est-il du sujet ? Ce qu'il caractérise en premier lieu, et semble rendre possible le partage du même et de l'autre, c'est, selon Lévinas, sa solitude, son retrait en soi, qui n'est pas accidentel. Nous l'avions vu il y a 2-3 ans, lorsque nous nous interrogions ici au banquet sur la solitude. Mais la solitude du sujet n'est pas simple. L'existence, écrit Lévinas, traîne un poids. Elle n'existe pas purement et simplement. Son mouvement d'existence, qui pourrait être pur et droit, s'infléchit et s'embourbe en lui-même, révélant dans le verbe être son caractère de verbe réfléchi. On n'est pas, on sait. S'. En d'autres termes, l'isolement du sujet est donné et constitue un point de départ, mais le sujet ne se contente pas d'être. Il éprouve, pense, se représente, imagine son propre vécu, c'est ce qu'on appelle communément exister, et chacun de ces actes éclaire d'une lumière nouvelle sa solitude. Exister, c'est donc déjà se trouver à distance de soi, étranger en quelque sorte, à ce que l'on est pourtant. La solitude de l'exister, c'est la formule de Lévinas, n'est pas le fait d'une substance qui serait unité absolue. Je cite Lévinas, « La solitude du sujet est plus que l'isolement d'un être ou l'unité d'un objet, c'est, si l'on peut dire, une solitude à deux. » Je souligne « si l'on peut dire ». L'unicité du sujet implique de tels détours de langage, car c'est toute la conceptualité philosophique qu'il faudrait subvertir pour parvenir à la dire. Le sujet est absolument un, mais son unicité fait signe d'emblée vers une extériorité, car son unicité ne se réduit pas à l'identité. Lévinas à nouveau dans de l'évasion. Dans l'identité du moi, l'identité de l'être révèle sa nature d'enchaînement, car elle apparaît sous forme de souffrance et elle invite à l'évasion. Aussi l'évasion est-elle le besoin de sortir de soi-même, c'est-à-dire de briser l'enchaînement le plus radical, le plus irrémissible, le fait que le moi est soi-même. Centrifuge, le sujet n'existe qu'en sortant de soi. Et à nouveau, la proximité avec Sartre est frappante. L'un n'est pas, il sait, et s'étend, il ne se tient pas dans l'être auquel il échappe. Voilà l'unicité, qui n'est pas unité, du sujet lévinassien. Pour Lévinas, l'unicité n'est pas identité à soi. Chacun peut, certes, comme le fit Descartes, constater « je suis, j'existe ». Mais il faut y entendre davantage l'énoncé de l'irrémissible mienneté de l'existence que l'affirmation de l'être d'une substance pensante. Dans la troisième méditation de Descartes, Lévinas relevait l'apparition d'un au-delà de la conscience, d'une rupture au cœur du cogito. L'idée de Dieu, présente en nous, est en effet, selon Descartes, la seule à échapper au pouvoir constituant de notre conscience. Toutes les autres idées
peuvent avoir été créées par elle. Toutes, elles peuvent être factices. Dans la langue de Descartes, ça ne signifie pas fausse, mais faites par nous. Reste une idée dont nous saurions être la cause, parce qu'elle possède, dit Descartes, pour le moins autant de réalité que nous, et pourtant, nous la pensons. Idée exceptionnelle qui s'accepte du régime des idées, étrangère aux autres idées, et pourtant présente à leur côté. Je cite à nouveau Lévinas dans un article qui s'appelle « Dieu et la philosophie ». Dans sa méditation sur l'idée de Dieu, Descartes a dessiné le parcours extraordinaire d'une pensée allant jusqu'à la rupture du « je pense » avec une rigueur inégalable. Ce ne sont pas les preuves de l'existence de Dieu qui nous importent ici, mais la rupture de la conscience, qui n'est pas un refoulement dans l'inconscient, mais un dégrisement ou un réveil secouant le sommeil dogmatique qui se dort au fond de toute conscience reposant sur l'objet. C'est-à-dire que dogmatiquement assoupie, la conscience est centripète. Et le sujet centrifuge va donc à contre-courant de sa propre conscience, à laquelle il ne se réduit pas. Il lui est étranger, étranger à lui-même en ce sens. En lui, la conscience est altérée et court toujours le risque de s'aliéner. L'altération, l'intrusion d'un autre rebelle à toute assimilation, produit une libération de soi qui ne témoigne d'aucun héroïsme parce qu'elle n'est pas l'œuvre du moi, ni d'un soi derrière le moi, sur moi, pour Freud, ou moi pur, chez Husserl, mais le passage, dit Lévinas, de l'autre dans l'un, qui le désoriente de soi. Pensant l'infini, le moi, écrit encore Lévinas, pense d'emblée plus qu'il ne pense, car il ne peut saisir ce qu'il pense. L'infini ne rentre pas dans l'idée de l'infini, n'est pas saisi. Cette idée n'est pas un concept. Ce débordement interne à la conscience, cette trace en nous d'une absolue transcendance, ne s'ajoute pas à un sujet fermé sur soi, mais en constitue la spécificité même. Ainsi, le sujet est-il, dit Lévinas, créature plutôt que conscience, simplement. Créature, il s'accepte de l'être parce que d'emblée, il est investi par l'autre, qui n'est pas l'inconscient, qui peut être autrui, on le sait, mais qui est surtout, chez Lévinas, l'infini ou Dieu. Le mot de créature dit essentiellement cette étrangeté à soi du sujet. Mais si l'autre, absolument autre, c'est l'infini, il ne faut pas entendre là non plus un absolu substantiel. De ce point de vue, la créature est, si l'on peut dire, à l'image et à la ressemblance de son créateur, car l'infini, écrit Lévinas, qui ne se ferme pas circulairement sur lui-même, mais qui se retire de l'étendue ontologique pour laisser une place à un être séparé, existe divinement. Il inaugure au-dessus de la totalité une société. Les rapports qui s'établissent entre l'être séparé et l'infini rachètent ce qu'il y avait de diminution dans la contraction créatrice de l'infini. L'homme rachète la création. La société avec Dieu n'est pas une addition à Dieu, ni un évanouissement de l'intervalle qui sépare Dieu de la créature. Dieu, donc, n'est appréhendé, selon Lévinas, ni intellectuellement, par la connaissance, ni mystiquement, par la participation ou la fusion dans l'extase. La conscience ne saurait le ramener au connu, ni se dissoudre en lui. Il n'est ni objet, ni étant. C'est pourquoi son idée ne se confond avec aucune autre, fût-ce formellement. Accusant le trait, Lévinas parlera du nom, N-O-M bien sûr, du nom de Dieu, plutôt que de l'idée de Dieu. Ce changement terminologique, de l'idée au nom, ne constitue pas simplement une rupture avec la pensée cartésienne, mais au fond le renouvellement d'une de ses intuitions. Dans la troisième méditation, Descartes donnait de Dieu la définition suivante. Par le nom de Dieu, et évidemment vous entendrez le nom, par le nom de Dieu, j'entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute connaissante, toute puissante, et par laquelle moi-même et toutes les autres choses qui sont
parenthèse, s'il est vrai qu'il y en ait qui existent, puisque à ce moment-là des méditations, l'existence du monde n'est pas encore avérée, ont été créées et produites. Dieu donc n'est pas un concept, parce qu'il dépasse tout étant. Il n'est pas non plus tout à fait une idée, puisqu'il déborde constamment du cadre de l'idée. De ce fait, il ne saurait être désigné adéquatement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne le soit pas, mais pas adéquatement, il ne saurait être désigné adéquatement à l'aide d'un nom commun. Le nom de Dieu ne saurait être qu'un nom propre, ou l'équivalent d'un nom propre. S'il est vrai, comme l'écrit Lévinas, qu'aborder à travers un nom propre, c'est affirmer une relation irréductible à la connaissance qui thématise ou définit ou synthétise, et qui par là même entend le corrélat de cette connaissance comme être, comme fini et comme immanent. C'est entendre la révélation comme une modalité qui, paradoxalement, conserve la transcendance de ce qui se manifeste, et par conséquent, comme ce qui passe la capacité d'une intuition et même d'un concept. Le nom propre ne vise pas un quelque chose, un étant, mais un pur quelqu'un. Lévinas encore. Le nom, hors l'essence, ou au-delà de l'essence, l'individu antérieur à l'individualité se nomme Dieu. Il précède toute divinité, c'est-à-dire l'essence divine que revendiquent, comme les individus s'abritant dans leur concept, les faux dieux. Individu précédant toute essence. Telle est l'étrange unicité du Dieu de Lévinas. L'un ne saurait porter de nom qu'échappant à la prédication. Or, les noms communs sont tous prédicatifs. Comme nom de Dieu, il désigne ses attributs. Le tétragramme s'en distingue. En Exode 3.15, sa particularité est énoncée. On lit donc en Exode 3.15, « Ceci est mon nom pour l'éternité ». Il s'agit du tétragramme. Le traité talmudique Sanhédrin, je signale entre parenthèses, c'est le traité dans lequel sont énoncées les 7 lois noachites dont René Lévy a parlé brièvement l'autre jour. Le traité talmudique Sanhédrin distingue, à propos de ce que l'on pourrait traduire, mais au fond un peu improprement, par blasphème, il distingue donc ce nom de Dieu, le tétragramme, et ce que je vais appeler ses surnoms, en hébreu ou en araméen, kinoïn ou kinoïm, donc qui en général désigne ses attributs. Je m'intéresse seulement à cette différence entre le nom de Dieu et puis ses surnoms, indépendamment de l'enseignement relatif au blasphème. Quelle est la différence entre le tétragramme et les nombreux autres noms de Dieu que contient le texte biblique? On peut approximativement l'éclairer, comme je viens de le faire, à partir de la différence entre nom commun et nom propre. Le nom commun désigne indifféremment telle ou telle chose singulière et peut se prédiquer de plusieurs. Le nom propre ne se dit que de celui qu'il porte. Plusieurs sujets peuvent évidemment porter le même nom, mais pour chacun, ce nom propre vaut comme nom unique, désignant quelqu'un d'unique. Les surnoms de Dieu, dans le texte biblique, sont des appellations dérivées qui visent à souligner une détermination. Ils disent quelque chose de celui qu'ils désignent. Le tétragramme ne dit rien de Dieu, il le désigne simplement. Les noms communs ont des significations générales qu'on peut définir, comme le fait Descartes, comme l'a fait Descartes, dont on peut saisir l'essence, qui s'explicitera ensuite en proposition. Le nom propre semble être une pure référence. Il renvoie à un sujet, mettons, sans le définir, et il ne renvoie qu'à lui. Aucune proposition ne saurait en épuiser le sens. Le nom commun se prédique d'un sujet auquel il est logiquement lié. Le nom propre relève de ce que Husserl nommait dans les recherches logiques l'Anzeige, la désignation. Il est une représentation concrète et non abstraite, conceptuelle ou attributive. L'indication, écrit Husserl, est un rapport de pure extrinsécité de l'un à l'autre, un rapport d'étrangéité. Cette désignation n'épuise aucunement l'essence de Dieu, mais colle davantage, dit Lévinas, à son étrange unicité. Alors évidemment, la comparaison avec le nom propre a ses limites évidentes, parce qu'un sujet reçoit ordinairement son nom,
que Jean-Claude Miner avait souligné lorsque j'ai sollicité ses lumières sur ces questions de nom propre, nom commun, alors que Dieu, si l'on peut dire, se le donne. Mais cette différence permet cependant de souligner la différence entre les noms qui peuvent être ceux de l'un ou de l'autre et le nom qui ne dit que l'un et dont l'étrangeté n'exclut pas une certaine forme de relation. Sur ce point, la pensée du Talmud dépasse celle des néoplatoniciens qui n'est pourtant pas sans ressemblance avec elle. Fidèle à la première hypothèse du Parménide, Proclus est un commentateur néoplatonicien du 5e siècle de notre ère, Proclus rappelle par exemple que l'un ne peut être nommé au sens propre. Et pourtant, Platon a légué des appellations à ses commentateurs. Un, dans le Parménide, bien dans la République. Ces noms n'en sont pas vraiment, selon Proclus, car il ne nomme l'un que d'après ce qui découle de lui. Un, parce que tout en procède et qu'il confère à toute chose l'unité. Bien, parce qu'il permet la conversion, c'est-à-dire ici le retour de toute chose à son principe. C'est donc la procession et la conversion que disent les noms. Ils désignent l'acte de l'un et ressemblent alors à des noms communs ou à la limite à des verbes pris comme des noms d'action. Au sens strict, cependant, même le nom d'un ne convient pas, dit Proclus, parce qu'il comporte deux lettres, en grec également, comporte deux lettres, et trahit ainsi l'unicité de ce qu'il vise. Proclus appréhende donc tout nom d'un point de vue prédicatif, en tant qu'il énoncerait la nature de ce qu'il nomme. Au-delà du langage, il n'est pour lui que l'ineffable, dont les noms se contentent de donner une image. Dans les textes talmudiques, le tétragramme indique un au-delà de la langue, un dire qui s'excepte du régime du dit sans être ineffable. La créature est étrangère à soi comme aux autres, unique, d'une unicité qui n'implique aucune fermeture sur soi, aucune identité, mais une investiture. Il est pour l'autre davantage que pour soi, au sens philosophique de cette dernière expression. L'autre, de son côté, n'est ni un concept ni un étant, mais se donne par son nom révélé, instaurant une relation dans laquelle l'un et l'autre s'approchent, l'infini se retirant, se contractant pour laisser exister d'autres que lui, le sujet se défaisant de lui, se délestant de son poids d'être grâce à lui. De l'un à l'autre, la relation est alors de parole, chacun des deux s'exposant à l'autre tout en restant parfaitement séparé de lui. Alors, ce qui nous est étranger, avant de conclure, ce qui nous est étranger, c'est précisément la négation d'une telle parole, la négation de sa possibilité même, qu'elle soit due au refus de l'étrange unicité du nom, à l'image de cette femme assise derrière moi dans le public mardi dernier, et qui manqua à s'étouffer de rage à la vue de la kippa posée sur la tête du conférencier, ou qu'elle soit due à la volonté d'y soumettre à ce nom tout un chacun, comme si ce nom précisément était celui d'un pouvoir dont certains hommes seraient légitimés à se proclamer les défenseurs au prix de la vie des autres. Alors, puisqu'il faut conclure, c'est clair, je le fais en deux temps. Le sujet est essentiellement étranger. C'est ce que pressent l'aristocrate, qui voudrait s'excepter de la foule des nombreux. Pour autant, il ne vit pas dans les terres d'un intermonde. Bien qu'étranger, il réside pleinement dans le monde, ce que comprend le conformiste, qui cherche par tous les moyens à rendre cette habitation confortable. Tous deux font erreur. Tous deux font erreur en ceci qu'ils n'illustrent qu'un aspect de l'existence humaine, étranger, résident. Le sujet est étranger à lui-même parce qu'il se distingue de l'être qu'il est pourtant. C'est l'existence, caractérisée par la présence à soi. Il est, dans certaines expériences, par exemple la maladie, étranger à son corps, qui l'encombre. Bien qu'il le soit, il est encombré par lui-même, il est encombré par son être. Les anciens ont bien souligné, surtout dans la tradition platonicienne, cette étrangeté au corps. Mais l'homme n'est pas moins étranger à sa propre conscience. Cette étrangeté se marque, selon Lévinas,
dans son rapport à l'infini, qui est concrètement le non, dont l'étrangeté radicale provoque l'étrangeté de la conscience à elle-même, la rupture du cogito, rupture qui peut aboutir à l'aliénation, psychique ou religieuse, mais aussi à une nouvelle forme de liberté non héroïque. Je cite une dernière fois Lévinas. Paradoxalement, c'est en tant qu'alienus, étranger et autre, que l'homme n'est pas aliéné. Expliciter la signification de cette fondamentale inintimité du sujet à lui-même, c'est l'une des tâches de l'étude collective dont j'ai parlé l'an dernier. Deuxième point et dernier point, au fond, ce qui nous est étranger, c'est, je voudrais le dire pour finir le banquet, parce qu'il est presque fini, la fascination pour la mort. La sienne comme celle des autres. Fascination qui s'est, vous savez autant que moi, manifestée de façon monstrueuse à Bagneux, à Toulouse, à Bruxelles, à Paris, à Vincennes et dans bien d'autres lieux. Fascination qui s'est manifestée de façon moins visible à nos yeux dans la mise à mort à distance de sujets humains au moyen d'engins technologiques qui déréalisent l'acte de tuer, sans faire disparaître la fascination qu'exerce le pouvoir supposé absolu de donner la mort. Ce qui nous occupe, la vie, qui ne signifie ni la persévérance dans son être, ni la simple survie biologique, qui par ailleurs est une question tout à fait digne d'intérêt. Les assassins contemporains, qui pensent, c'est du moins ce que disait Julien Loiseau l'autre jour, qui pensent habiter le monde de la guerre en étranger, se targuent de ne pas craindre la mort. Swadayada nous en a montré un certain nombre de résonances hier. Ce qu'ils redoutent à la vérité, c'est la vie. La vie en tant qu'elle implique l'étrangéité. Leur seul désir, c'est d'être, de s'identifier à eux-mêmes ou de se fondre en un tout fantasmatique. Et au fond, leur vie même est déjà une mort, parce qu'elle se déroule sous le signe de ce que Nietzsche appelle, dans Ainsi parlait Zarathustra, la grande lassitude, die große Müdigkeit. D'où vient-elle, cette lassitude? Vraisemblablement, elle a des ressorts psychologiques, mais elle n'est pas sans rapport avec l'état de notre société, elle-même atteinte de lassitude, de fatigue, frappée d'une inertie qu'on constate à tous les niveaux, distinguée dans les hautes sphères sociales, affairée chez les bourgeois, désespérée ailleurs. Elle revêt une forme mortifère chez ceux qui se vivent, à tort ou à raison, comme déclassés. Ce qui nous est étranger, c'est l'acceptation de cette lassitude sous toutes ses formes. La soumission à la fatigue de vivre, le consentement à la mort. Merci.